Lorsque les historiens décrivent l'année 1901 à Jacksonville, en Floride, ils se concentrent généralement sur la dévastation visible en surface. Le grand incendie qui a ravagé 146 pâtés de maisons. Les 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Les Ars-Saint-Léoba, bâtiments réduits en cendres en seulement 8 heures. Mais la véritable histoire, celle qui a peine été publiée dans les journaux, celle qui reste encore aujourd'hui enfouie dans les notes de bas de page des archives, a commencé sous la surface. Tout a commencé par une simple commande de reconstruction. Les ingénieurs ont reçu pour instruction de déblayer débris dans le quartier incendié, de stabiliser les fondations et de déterminer si le sol pouvait supporter une nouvelle ville surgissant des cendres. L'objectif était pratique: enlever les débris, inspecter pour le sol et préparer la reconstruction. Mais au moment où les ouvriers ont commencé à fouiller les restes calcinés, un événement inattendu s'est produit. Ils ont percé une couche qui n'avait pas été exposée de mémoire d'homme sous les planchers du sous-sol. Plus profondément que n'importe quelle zone de construction connue, les équipes ont découvert des chambres et des passages qui ne correspondaient à aucun document de construction. Leur conception était inhabituelle. Leur ampleur était colossale et la construction ne ressemblait à rien de ce que l'on trouvait dans les catalogues architecturaux de la Floride du début du XXe siècle. Cela ne ressemblait même pas aux méthodes de construction coloniale espagnole. Comme on le sait généralement, cela n'a pas été mentionné dans les rapports publics sur la reconstruction. L'information n'a pas été relayée par les journaux, célébrant la renaissance de Jacksonville tel un phénix. Mais dans les notes internes de cette année-là, une phrase discrète revient sans cesse. Structure imprévue, profondeur insoupçonnée, origine inconnue. La version officielle simplifiera plus tard tout. Cela en évoquant d'anciens marchands, des entrepôts abandonnés ou tout simplement des spies, canalisations d'eau pluviale mal identifiées. Rien de inhabituel, rien qui mérite d'être discuté. Mais les photos de la reconstruction de la XEC, époque, celles développées dans des bureaux sombres, pendant que Jacksonville se reconstruisait à une vitesse record, montrent quelque chose de différent. Elles montrent des ouvriers debout à côté de tons, arcades en briques, taillées avec une précision bien supérieure à ce que n'importe quel maçon de l'époque aurait dû permettre. Les passages sont agencés avec une telle précision que, même sous le mauvais éclairage des photographies de 1901, le travail d'ingénierie est indéniable. Des couloirs et des réseaux de tunnels qui ne ressemblent à aucune construction américaine connue, mais à quelque chose de plus ancien, de plus systématique, de plus délibéré et plus. Il creusait profondément, plus les couches ressemblaient à une infrastructure qui avait été enfouie, cachée, délibérément oubliée et qui cessait de ressembler à l'histoire urbaine telle que nous la connaissons. Dans un premier temps, équipes de secours ont essayé de tout catégoriser de la manière la plus simple possible. Vieille cave, tunnel de service public oublié, dolines naturelles typiques de la géologie floridienne. Mais à mesure que les notes s'accumulaient et que de nouvelles structures étaient mises au jour, les incohérences se multipliaient. Pourquoi certains bâtiments souterrains ont-ils été construits avec une capacité de charge bien supérieure à celle de tout ce qui se trouvait au-dessus d'eux? Pourquoi certains motifs de briques étaient-ils agencés de manière modulaire, comme s'ils étaient produits en série plutôt que posés à la main? Pourquoi certains passages s'étendaient-ils dans la obscurité, bien au-delà des limites de tout? Quartier répertorié est la question qui troublait même les ingénieurs les plus expérimentés. Pourquoi ces structures souterraines étaient-elles si vastes? En 1901, Jacksonville était une ville portuaire en pleine expansion. Pourtant, les infrastructures sous certaines parties du quartier incendié semblaient avoir été conçues pour une population bien plus importante que tout ce que la ville avait jamais connu. Les équipes de récupération ont discrètement admis, entre elles que l'ampleur et la canque, sophistication des dégâts ne correspondait à aucune phase de développement connue. Et même si aucun d'eux
n'utilisait des termes comme « civilisation enfouie », Isulmi, reconnaissait quelque chose d'aussi troublant. Quelqu'un avait déjà construit de manière extensive sur ce terrain. Pas de simple cave, pas des débarras, mais tout un quartier souterrain. Plus les documents s'accumulaient, plus le silence s'épaississait. Les rapports sont raccourcis, les descriptions sont devenues vagues, les photographies ont cessé de montrer les vues d'ensemble des découvertes, puis les zones de fouilles ont été partiellement remblayées à la fin de 1901, recouvertes là où c'était, nécessaire pour les nouvelles fondations et une grande partie de ce qui avait été mis au pot. Et jour à replonger dans l'as. Obscurité. Il reste que des fragments, des notes, une poignée de photographies et les témoignages discrets d'archivistes qui ont consulté les dossiers avant que certains ne disparaissent. Mais même à partir de ce qui subsiste, une structure se dessine. Des constructions trop vastes pour tout projet de développement documenté à Jacksonville. Une maçonnerie trop précise pour le calendrier accepté. Des méthodes de construction qui semblent héritées plutôt qu'improvisées. Une architecture qui semble appartenir à une toute autre époque de construction. Lorsque les équipes de secours ont dépassé les premières couches identifiables sous le quartier incendié, les attentes étaient. Ils pensaient trouver un niveau de sous-sol, peut être d'anciens systèmes, et des vestiges épars de la construction antérieure à l'incendie. Rien d'inhabituel, rien d'habituel, extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette hypothèse s'est effondrée, car au lieu de une séquence claire de phases de construction, les équipes ont découvert un empilement de couches architecturales qui ne se comportaient pas comme l'infrastructure d'une ville normale est censée se comporter. Si cette enquête vous paraît intéressante, pensez à vous abonner. Ces mystères ne s'intègrent pas facilement à l'histoire officielle et les élucider exigent d'aller là où vaut. Les récits conventionnels refusent d'aller. La première anomalie concernait l'orientation. Chaque couche, bâtiment répertorié, sous-sol inconnu et tout ce qui se trouvait en dessous semblait suivre la même grille directionnelle, le même alignement des rues, la même logique d'urbanisme. Les différentes époques ne devraient pas faire ça. Des constructeurs différents, des décennies différentes, des objectifs différents. Ils ne construisent pas en parfaite harmonie avec les structures qui existaient déjà des générations auparavant. Et pourtant, sous Jacksonville, c'est ce qui s'est passé. Des couloirs d'une époque donnée reliés, directement des passages enfouis, plusieurs mètres plus bas. Les parois structurales ont conservé le même portance, même séparées par ce qui semblait être des décennies de sédiments. C'était comme si chaque groupe ayant construit sur ce terrain avait suivi un plan de rue original. Un plan qui n'existait plus dans les archives de la ville. Plus les ouvriers creusaient profondément, plus les couches devenaient étranges. Sous les fondations et les atalas, argile auxquelles ils s'attendaient, ils ont découvert une maçonnerie de briques qui ne ressemblait en rien aux constructions contemporaines. Des unités beaucoup plus grandes, des joints de mortier beaucoup plus serrés, des motifs qui semblaient trop précis mathématiquement pour figurer. Dans la chronologie documentée de Jacksonville, certaines arcades semblaient presque surdimensionnées, des passages courbes à la géométrie irréprochable, façonnés avec une précision qui ne correspondait pas aux constructions rudimentaires de la Floride frontalière. La brique elle-même soulevait des questions. Des analyses chimiques effectuées des années plus tard sur des échantillons récupérés musiques ont montré des températures de cuisson supérieures à celles que n'importe quel four connu de la région pouvait atteindre. Des compositions qui ne correspondaient pas aux gisements d'argile locaux, des techniques de liaison qui ressemblaient davantage à la fabrication industrielle qu'à la maçonnerie artisanale. Puis vint la découverte qui déconcerta même les membres les plus conservateurs de l'équipe d'études géologiques. Fondations endommagées par l'eau, surface de briques érodées comme si elles avaient été exposées à l'eau païenne. Eau courante pendant de longues périodes, passage inférieur portant des marques d'inondation, murs
avec des dépôts minéraux qui ne se forment qu'après une submersion prolongée. Pourtant, aucun historique ne fait état d'or. Inondation de cette ampleur à Jacksonville au cours des derniers siècles. Aucune carte ne montre les cours d'eau souterrains, sous ces emplacements précis. Rien n'explique pourquoi de larges portions des structures les plus profondes semblent avoir été complètement submergées, enfouies sous des couches de sédiments gorgés d'eau pendant des décennies, voire plus longtemps. Les photographies prises lors de la récupération du matériel en 1901 le montrent, clairement. Des ouvriers se tiennent debout près de l'être, arches si massives que les hommes paraissent minuscules en comparaison. La maçonnerie est si précise que, même aujourd'hui, les maçons étudient les images d'archives avec incrédulité. Des angles et des courbes qui évoquent une ingénierie bien plus sophistiquée que tout ce dont la Floride du début du XXe siècle a été capable. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait sur les photographies, c'était ce qui n'apparaissait pas dans les archives. Les rapports officiels, rédigés dans les mois qui ont suivi l'incendie, mentionnent à peine ces caractéristiques. Certains dessins omettent complètement les niveaux les plus profonds. Certaines structures sont résumées par des termes vagues comme ancienne construction ou aménagement antérieur. Même si les LB photographies montrent qu'ils étaient bien plus complexes que cela, ce silence est difficile à ignorer. Car si ces couches plus profondes appartiennent réellement à des périodes historiques connues, pourquoi n'ont-elles pas été décrites en détail? Pourquoi ces méthodes de construction inhabituelles n'ont-elles pas été documentées à manière exhaustive? Pourquoi les photographies étaient-elles dispersées dans des collections privées, au lieu d'être rassemblées dans un seul rapport municipal? Même certains éléments de maçonnerie ont suscité des inquiétudes. Des arêtes trop vives, des surfaces trop lisses, des systèmes de drainage trop sophistiqués, des marques qui ressemblent moins à des outils manuels et plus à une découpe de précision. Cette technique de coupe, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas lorsque ces structures auraient été construites. Les équipes de récupération ont mis au jour des structures qui ne correspondaient ni à la Sur-Sept, construction coloniale espagnole, ni à l'architecture de la frontière américaine, et qui ne se correspondaient même pas entre elles au sens conventionnel du terme. Ils ont ainsi développé un vocabulaire architectural étrange, semblant provenir de plusieurs époques, mais qui restait pourtant unifié, cohérent et d'une systématicité incroyable. Le réseau de rues souterraines. Le premier tir a été effectué avec la balance elle-même. Il ne s'agissait pas de vendeurs isolés ni de entrepôts dispersés. Il s'agissait d'un réseau organisé, d'un véritable quartier souterrain, avec ce qui semblait être des rues, des intersections et des fondations de bâtiments, disposés selon un plan en damier cohérent. Certains passages étaient suffisamment larges pour les chariots. D'autres contenaient ce qui semblait être des vestiges de trottoirs, des sections surélevées, le long des murs, qui suggéraient des allées piétonnes. La disposition n'était pas aléatoire. Il a été planifié, conçu, réalisé avec le type organisation urbaine que les rues de surface de Jacksonville n'atteindraient que des décennies plus tard. Et puis il y a cet élément qui continue. Intriguer les chercheurs aujourd'hui. Système de ventilation élaboré. Officiellement, elles ont par la suite été qualifiées de drains pluviaux ou de poches d'air naturelles, mais rien en. Elles ne correspondent aux formations géologiques ou de drainage typiques. Il s'agissait de puits artificiels, des passages verticaux hauts, parois revêtues de briques positionnées à intervalles réguliers dans tout le réseau souterrain. Certaines contenaient des restes de ce qui semblait être des persiennes mécaniques ou des couvercles réglables. D'autres présentaient des signes d'une conception délibérée de la circulation de l'air avec des canaux inclinés qui auraient créé des courants ascendants naturels. Des ouvriers de 1901 les décrivaient dans des lettres privées comme des trous d'aération, non pas des égouts, mais une ventilation pour les espaces occupés, bien qu'aucun document historique officiel
ne reconnaissent que Jacksonville ait jamais possédé un réseau souterrain fonctionnel. Une autre anomalie est apparue dans le système de fondation. Lui-même. Dans tout le réseau souterrain, les ouvriers ont découvert d'énormes colonnes de soutien, des piliers de briques bien plus imposants que tout ce qui était nécessaire pour soutenir les bâtiments en bois qui se dressaient au-dessus. Ces bâtiments ne bloquaient ni les entrepôts, ni les pas, magasins. Ils ont été conçus pour supporter de énormes charges réparties, comme si toute la surface était censée être sensiblement plus lourde. Cela a créé une possibilité inconfortable. La Jacksonville, qui a brûlé en 1901, n'était peut-être pas la première ville à cet emplacement. Il se peut qu'il ait été construit sur les fondations d'un édifice bien plus vaste, un développement dont l'ampleur n'a jamais été consignée, jamais enseignée et jamais expliquée dans le Histoire officielle de la Floride. Plus les ouvriers creusaient profondément, plus il devenait impossible de considérer ces découvertes comme de simples anomalies isolées. Ce qui est apparu, ce sont les preuves d'une planification urbaine systématique, une infrastructure souterraine complète qui s'étendait sous eau. Moins 17 pâtés de maison, voire plus. C'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Dans les semaines qui ont suivi, incendie, les responsables des opérations de déblaiement ont recensé plus de 1700 structures souterraines distinctes dans la zone de fouille. Non pas des pièces à l'intérieur de bâtiments, mais des structures distinctes, chacune avec ses propres fondations, murs et fonctions apparentes. Ce chiffre est apparu dans les rapports préliminaires, mais en quelques mois, elle a disparu des registres officiels. Les documents ultérieurs ne font référence qu'à diverses sous-constructions ou à d'anciennes constructions. Le décompte précis de 1700 structures a disparu. Comme si quelqu'un avait décidé que ce chiffre soulevait trop de questions gênantes. Car si Jacksonville comptait réellement 1700 bâtiments souterrains, où est passée la population? Pourquoi ce quartier a-t-il été abandonné? Et surtout, pourquoi aucun document historique ne reconnaît son existence? Au fur et à mesure que la documentation s'accumulait, une autre tendance se dégageait. Malgré les différences d'âge apparentes, entre les couches, toutes les structures partageaient certaines caractéristiques. Dimension standard des briques, dimension constante des arcades, hauteur de plafond uniforme. Elle préconisait une planification centralisée, des normes institutionnelles et une construction coordonnée à l'échelle de l'ensemble du réseau. Il ne s'agissait pas d'une croissance urbaine organique. Il a probablement été conçu par une seule autorité administrative disposant des ressources nécessaires pour faire appliquer les codes du bâtiment à l'abrica, échelle d'un projet de grande envergure. Les objets matériels récupérés dans le réseau souterrain n'ont fait qu'épaissir le mystère. Les ouvriers ont trouvé des articles manufacturés qui ne correspondaient à aucune entreprise connue de Jacksonville. Pipes en céramique portant des marques de fabricants provenant d'entreprises qui ne figurent dans aucun registre. Des fixations métalliques utilisant des compositions d'alliage qui n'étaient pas disponibles dans le commerce en Floride. Des vitres fabriquées selon des techniques que les historiens régionaux sont incapables d'identifier. Certains objets semblaient avoir été placés délibérément, comme si les espaces avaient été évacués de manière ordonnée. D'autres semblaient avoir été abandonnés, subitement laissés pour compte lors de la compte. Fermeture définitive du quartier souterrain. Ce qui était peu être le plus inquiétant, c'était les marques découvertes sur certains murs. Il ne s'agissait pas de graffiti, ni de simples griffures, mais de symboles soigneusement gravés et de ce qui semblait être des panneaux d'orientation dans une langue ou un système de notation qui ne correspond à aucune écriture connue utilisée dans la Coombe, histoire de la Floride. Certains chercheurs ont par la suite affirmé qu'il ne s'agissait que de éléments décoratifs ou de marques d'entrepreneurs, mais leur emplacement constant aux intersections et aux principaux
passage suggère une fonctionnalité, système de navigation pour un quartier souterrain suffisamment étendu pour en nécessiter. 1. Lorsqu'on étudie les dernières semaines de Joe, l'opération de récupération de 1901, une chose devient impossible à ignorer. Le projet n'est pas terminé. Cela a été arrêté. Non. Terminé, non conclu, arrêté. Vous savez, plus les équipes de récupération s'enfonçaient profondément, plus le ton de leurs notes changeait. Les premières contributions étaient détaillées, presque enthousiastes face à la importance archéologique du sujet, mais à l'automne 1901, le langage devient prudent, vague et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être documenté. Et c'est là commence le mystère final. Car les chambres les plus vastes, les structures les plus sophistiquées, les sections les mieux conservées du réseau souterrain, ce sont ces zones qui ont été fouillées en premier. Les ouvriers ont décrit comment ils avaient remblayé des passages entiers, comblé des entrées effondrées et déversé des milliers de mètres cubes de remblai dans des espaces qui venaient d'être mis au jour. Ce n'était pas progressif. Ce fut immédiat. Explication officielle, problèmes structurels, exigences de sécurité, calendrier des travaux. Mais si la sécurité était le seul critère, pourquoi les parties les plus solides structurellement, celles avec une maçonnerie parfaite et des arches intactes, ont-elles été les premières à être enterrées? Et pourquoi des zones manifestement endommagées étaient-elles parfois laissées partiellement exposées? Cela n'a de sens que si ces découvertes plus approfondies représentaient une menace d'un autre ordre. Non pas une question physique, mais une question historique. L'exemple le plus révélateur est peut être ce qui est. Arrivé aux cartes municipales de Jacksonville, les relevés effectués avant l'incendie dans les années 1890 montrent certaines zones marquées de mentions telles que quartier du sous-sol ou développement inférieur. Les cartes d'après-incendie, à partir de 1902, montrent les mêmes emplacements sans aucune indication de ce type. Le réseau clandestin a tout simplement disparu des cartes officielles. Même les registres fonciers ont changé. Les actes notariés qui faisaient référence à des niveaux inférieurs ou à un accès souterrain ont été réécrits lors de la reconstruction afin d'éliminer ces mentions. C'était comme si la ville avait pris la décision collective de faire comme si les structures souterraines n'avaient jamais existé. Pourquoi les preuves les plus importantes, infrastructures la plus étendue, les techniques d'ingénierie les plus sophistiquées ont-elles été à nouveau scellées? Car lorsqu'on prend du recul, schéma devient évident. Le réseau de rues organisé a été enfoui. Les systèmes de ventilation étaient enterrés. Les 1700 structures distinctes ont été enfouies. Les normes de construction uniformes ont été enterrées. Les inscriptions non identifiables ont été enfouies. Et même des parties des archives photographiques ont disparu, comme si l'appli opération de récupération avait accidentellement révélé un chapitre de l'Eyes, histoire de Jacksonville qui n'aurait jamais dû être dévoilé. Un chapitre plus ancien que la colonisation espagnole, plus ancien que la ville que nous connaissons, plus ancien que le récit qui nous a été transmis. Les fouilles de Jacksonville en 1901 n'étaient pas qu'une simple opération de secours après un incendie. Ce n'était qu'un aperçu, un bref aperçu fortuit, une version du passé de la ville qui soulève plus de questions que de réponses. Car si Jacksonville repose sur un quartier entier enfoui, bâti par une population que nous ne reconnaissons plus, alors la vraie question n'est pas ce qui a été découvert en 1901, mais ce qui se cache encore sous les villes américaines. Quels autres incendies, quels autres désastres opportuns ont permis de dégager la surface juste assez longtemps pour que quelqu'un puisse enterrer ce qui se trouvait en dessous? Et pourquoi une, en ville, devrait-elle oublier 1700 bâtiments? La réponse pourrait être plus simple et plus troublante que n'importe quelle théorie élaborée,
car la reconnaître exigerait de réécrire tout ce que nous croyons savoir. Sur ceux qui ont construit l'Amérique, quand et ce qui s'est passé, avant. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a intéressé, sachez qu'il existe de nombreuses autres villes avec des histoires similaires. Peut être qu'on se reverra dans le prochain.